Je lis ça ironiquement. Hein. Ouais, mais tu l'as acheté. Ironiquement aussi. La semaine dernière, on vous a un peu parlé des nazis. Un tout petit peu, hein. Nazis. Nazis. Les nazis. Néo-nazis. C'est les putains de nazis. Nous, on peut dire nazis autant qu'on veut, hein. Nos vidéos sont pas monétisées. Oui, on est payé par Mediapart et seuls nos lecteurs peuvent nous achever. On n'a pas parlé des nazis gratuitement. Grâce à Johann Chapoutot, on faisait le rapprochement entre la modernité des nazis et la modernité occidentale. Il s'agit de montrer que les nazis sont bel et bien de notre temps et de notre lieu, c'est-à-dire de l'Occident des 19e et 20e siècles. Alors de notre temps, oui et non. En Europe, c'est simple. On a battu les nazis, du coup, il restait plus que les méchants régimes communistes et les gentilles démocraties occidentales. Après lui-même 1945, plus de nazis. Bon alors Chapoutot nous rappelle que quelques dignitaires nazis ne s'en sont pas si mal sortis, dont Reinhard Höhn, qui fondera en Basse-Saxe l'Académie des cadres, dans laquelle il dispensera des cours de management qui feront école, si j'ose dire. Werner von Braun ira lui aider les Américains à aller sur la Lune, et nombre de cadres du Reich ou de Vichy d'ailleurs finiront par être recyclés dans les administrations d'Allemagne de l'Ouest ou de France. Dans sa série documentaire Les coulisses de l'histoire, Arte revient sur cette époque dans un 52 minutes intitulé La dénazification, mission impossible. C'est pas un très bon Mission Impossible, mais c'est un documentaire intéressant. Oui, bref, l'Europe n'en avait pas fini avec ses vieux démons, particulièrement la France, surtout si on s'attarde sur cette date, 8 mai 1945, date de la capitulation des Allemands. En France, c'est la libération. Mais cette libération nourrit de grands espoirs en Algérie française, à Sétif notamment. C'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. Donc c'était un jour de grande espérance pour les Algériens. L'espérance était d'autant plus grande que nombre d'Algériens avaient combattu pour la France de gré ou de force pendant la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Ils espéraient donc une reconnaissance, pas forcément l'indépendance, mais au moins l'accès à la citoyenneté. Rappelons que les Algériens musulmans n'avaient que le statut officiel d'indigènes, ils étaient des sujets français et non des citoyens. Eh bien, il y a des Algériens, depuis un certain nombre d'années, notamment le parti du peuple algérien, qui se disent « mais finalement, est-ce que le colonialisme, c'est pas une forme de fascisme ?» Et nous, qui avons lutté pour battre le fascisme et le nazisme, eh bien pourquoi n'aurions-nous pas droit aussi à notre indépendance? Vous voyez, pour eux, le parallèle entre la domination nazie et la domination coloniale française était évident, donc ils vont fêter la libération, mais en profiter aussi pour demander des droits. Bah oui, pendant la manifestation, certains vont déployer des drapeaux algériens alors que c'était interdit, mais pas seulement. Et une pancarte aussi où il est marqué « à bas le fascisme, à bas le colonialisme ». Et là, un coup de feu part. Un préfet ordonne de tirer et un jeune Algérois meurt. Les cris, le fracas, les corps qui tombent. Suite à ce premier coup de feu, il y aura une émeute, des Européens seront tués, une centaine, mais la répression qui va s'abattre sur les Algériens pendant les mois qui vont suivre sera beaucoup plus sanglante. Elle sera organisée par l'armée française avec l'appui des milices de colons qui défendaient leurs biens. Les historiens d'aujourd'hui s'accordent pour parler d'au moins une dizaine de milliers de morts. Si ce massacre a fini par être reconnu par l'État français, il n'y a toujours pas eu d'excuse officielle. Ouais, et surtout on a l'impression que le débat n'a pas eu lieu, il n'y a pas de mémoire de cet événement, comme d'ailleurs sur bon nombre d'événements honteux de l'histoire coloniale française. Mais vous allez nous dire, c'est quand même pas pareil que l'entreprise de conquête et de génocide nazi, vous avez raison, mais pas complètement. Les nazis n'ont pas uniquement génocidé pour des raisons raciales, il y avait un projet derrière, un projet colonial. C'est ce que nous rappelle Christian Ingrao, historien du nazisme, dans son livre La promesse de l'Est. Le Reich a acquis l'impression qu'il était arrivé dans une situation où il allait pouvoir réaliser l'utopie. Réaliser l'utopie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire conquérir, ça voulait dire aménager, et ça voulait dire germaniser. Autrement dit, oui, coloniser. Coloniser à l'Est, là où il n'y a que des barbares, des juifs, des slaves. Autant dire que les slaves, pour les nazis, c'est des sortes d'arriérés, vraiment orientaux, etc. La comparaison avec la colonisation, les nazis eux-mêmes la faisaient, et je crois qu'il est temps de citer Goebbels. Ouais, c'est un discours de Goebbels qui est cité dans La loi du sang de Johann Chapoutot, hein. Le Führer considère l'Est comme notre Inde à venir. Voilà le territoire colonial que nous devons occuper. C'est là que doivent être créées des fermes pour nos paysans et les vétérans de la Wehrmacht. Les nazis ne voyaient pas leur projet comme quelque chose en rupture avec l'histoire européenne, mais au contraire comme une ambition légitime qui s'inscrivait parfaitement dans l'histoire coloniale occidentale. D'ailleurs, l'inaction des voisins européens face aux premiers crimes des nazis peut aussi s'expliquer par cette confondante proximité. Hitler lui-même a joué de cette comparaison pour justifier ses exactions. Hitler, dans son fameux discours du 12
septembre 1938, s'offre le luxe, en pleine crise des Sudètes, de rappeler aux Weltdemokratien, qui s'émeuvent des ambitions et des agissements nazis, la manière dont elles traitent leur population coloniale. Alors en France, les administrations coloniales se paraient de justifications civilisatrices, mais elles n'en traitaient pas moins les indigènes comme du bétail dont la vie avait peu de valeur. Les nazis n'ont pas massacré à l'Est pour le plaisir. Ils ont massacré animés par leurs espoirs de colonisation, comme les Espagnols, les Anglais, les Portugais, les Hollandais, les Belges ou les Français, mais avec une brutalité inédite dans un laps de temps très court, quelques années seulement. À la fin de 1942 ou début 1943, c'est-à-dire au moment où Stalingrad va avoir lieu, on s'aperçoit que les nazis ont l'intention de tuer à peu près 16 à 17 millions de Slaves et 11,3 millions de Juifs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut montrer qu'il y a un phénomène d'intrication qui se met en place entre l'espérance nazie et donc la germanisation et l'extermination, le génocide. Et c'est aussi en ça que les nazis ne sont pas une aberration dans l'histoire de l'Europe. Les États d'Europe de l'Ouest, tout comme les États-Unis, sont traversés par cette histoire qui nous laisse comme une tension, une contradiction. Ce passé dominateur, prédateur, ce sentiment de supériorité et de puissance continue de travailler les sociétés postcoloniales dans lesquelles nous vivons, des sociétés qui ont pourtant opté pour des modèles démocratiques. Le modèle démocratique est un compromis fragile. Ouais, mais un compromis qui offre la possibilité de manifester, de protester, de demander des droits, de demander des démissions, par exemple celle de l'abject Darmanin, au hasard. La démocratie, travaillée de l'intérieur par des luttes populaires, des luttes minoritaires, peut théoriquement se réinventer en permanence, précisément pour ne pas retomber dans ces vieux schémas mortifères qui font pourtant partie de notre histoire. Mais pour que ça marche, il faut déjà regarder en face notre histoire. Et c'est pas gagné. Nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. S'autoflageller, je sais pas, il y en a qui aiment ça, moi je juge personne. Par contre, regretter, oui, évidemment qu'il faut regretter la colonisation. En même temps, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de sarkozystes comme Jean Castex? Jean Castex! Mais souvenez-vous, Macron avait laissé entendre pendant sa campagne présidentielle, quand il était en déplacement en Algérie, qu'il y avait tout un travail à entamer avec notre passé colonial. Le fondateur du mouvement En Marche a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Plusieurs responsables politiques dans l'Hexagone dénonce ces propos et refuse toute idée de repentance. Hier en Algérie, M. Macron a osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous voyez qu'avec ça, on retombe sur des problématiques très contemporaines en fait, et donc on va prendre un petit peu de temps, on va partir dans une longue voix off. Oh non, pas une voix off, on me voit plus après. J'ai dit voix off, c'est voix off. Bien sûr, il faut regretter le colonialisme, il faut penser le colonialisme, il faut accepter de dire que nous vivons bel et bien dans une société post-coloniale. C'est un des traits les plus marquants de notre pays et de son histoire. À Mayotte, dans la fonction publique hospitalière, les témoignages sur les discriminations vont dans le même sens, celui de la souffrance. Il y aurait même des toilettes pour blancs et d'autres pour les noirs dans un des services du CHM. Les vieilles hiérarchies sont toujours en place, les dominations s'exercent autrement, mais elles perdurent, et tant qu'elles perdureront, nous serons dangereusement proches du pire de ce que nos sociétés occidentales ont proposé au monde. Si le rapprochement avec Hitler et les nazis vous a paru absurde, sachez que pour ceux dont le monde ne se limite pas à l'Europe, cette comparaison est évidente. Hitler a appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les nègres d'Afrique, écrivait Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en France. Les descendants de l'immigration postcoloniale mettent des mots sur leur vécu et leurs histoires. Certains ont entrepris de décoloniser les savoirs et les esprits, la société entière même. Et tout ça commence par nommer les choses. Les inégalités, les discriminations, les violences policières, on peut à présent les penser comme autant de signes d'une société postcoloniale qui n'a pas fait le deuil de son racisme séculaire. Les choses qui perdurent et qui ont des conséquences enfin, vraiment tout à fait concrètes. C'est pas simplement de la représentation et de l'image. Et qui sont nés dans ce bouleversement du XVIe siècle où l'Europe a voulu chercher à imposer sa pensée sur le reste du monde et à faire des autres civilisations des civilisations mineures. Et c'est ça la colonialité, c'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose. Un racisme diffus qui doit tout au processus historique de racialisation, de domination impérialiste, et qui se traduit aujourd'hui par un sentiment de supériorité des Blancs, et particulièrement des Français qui ont mieux compris que tout le monde la démocratie, la laïcité, l'universalisme, qui sont aveugles à leur violence et sourds à toute contradiction. Dont moi, dont vous, exactement. On peut critiquer les propos d'Emmanuel Macron sur la société de vigilance et dénoncer les possibles dérives, etc. Mais en même temps, dire aujourd'hui que franchement, il y a une politique islamophobe, franchement, non. Et que le gouvernement est raciste, eh bien, non.
Il va falloir s'excuser pour Sétif. Mais il va falloir aller plus loin. Les vieux démons de l'Occident ne nous ont pas quittés, mais pour les conjurer, la démocratie est une chance. Les mouvements qui contestent le racisme d'État ne demandent pas à la France de se mettre à genoux, mais de s'amender, de changer, de proposer au monde autre chose que ce projet politique brutal de répression et d'exploitation à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Cette semaine, Benjamin Stora va rendre son rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie demandé par Macron. Suite à ça, Macron accordera d'une main quelques gestes symboliques, des statues de Frantz Fanon ou des rues Aimé Césaire, mais de l'autre main, il continuera le harcèlement des exilés de Calais et de Paris, il renouvellera sa confiance à Darmanin et tâchera de nous convaincre de l'utilité d'un projet de loi délirant contre le séparatisme, un projet de loi tout entier tourné vers nos concitoyens musulmans. Dans l'épisode précédent, Chapoutot nous parlait du programme du Conseil national de la résistance. Quant à la libération, nous avons dû enterrer la guerre et la France de Vichy. Nous avons créé la sécurité sociale qui affirmait notre humanité commune et notre fraternité. Aujourd'hui encore, c'est en créant du commun qu'il faut combattre le racisme. C'est à coup de services publics et de solidarité qu'il faut réaffirmer nos prétentions à l'universel. Il est temps de monter en humanité, comme l'a écrit Achille Mbembe, car dans ce pays, quand on ne fait pas cet effort, on dégringole et on tombe très bas. On a hérité d'une histoire de la démocratie libérale qui est réductrice, qui tend à passer sous silence la violence des démocraties. La démocratie a toujours été une démocratie des semblables. C'était le cas aux États-Unis, où effectivement le régime démocratique s'est accommodé pendant des siècles de son opposé, l'esclavage. La démocratie libérale, sur le plan historique, a toujours cherché au fond à externaliser au-delà de ses frontières la sorte de violence sans réserve qu'elle n'a pas voulu exercer à l'intérieur. Les colonies puis les quartiers populaires ont fait les frais de cette violence, mais l'histoire est toujours en marche et le domaine de la violence d'État semble s'étendre. Alors en définitive, le choix sera simple. Soit on regarde cette violence en face et on la combat, comme nous y enjoignent entre autres ces décoloniaux tant décriés, soit on détourne les yeux des expulsés, des exploités, des morts au travail, au commissariat, dans la rue et dans la Méditerranée, comme la bourgeoisie sait si bien le faire, et on risque d'offrir au monde encore un spectacle lamentable. Un spectacle dont on dira plus tard qu'il s'inscrit lui aussi en parfaite cohérence avec l'histoire impériale et brutale de l'Europe et de la France. Cette France qui a participé au commerce triangulaire, qui s'est enrichie sur les prédations coloniales et qui a fait tirer sur la foule à Sétif, le jour même de la capitulation des nazis. Tuer les écoliers, tuer les militants, tuer les paysans, punir, punir, punir. Écraser dans l'œuf la révolte pour que l'Algérie reste française. Pour que la fiction, qui dure déjà depuis un siècle, se perpétue. Allez, à lundi prochain.